Je vous remercie pour votre intérêt pour la recherche, pour le changement climatique, etc. Et j'en profite aussi pour remercier la Fondation BNP Paribas pour le soutien qu'elle nous apporte depuis des années. Donc je vais en profiter pour vous emmener faire un petit voyage dans l'Arctique canadien. Donc on va parler du pergélisol et de son rôle sur le climat, de ses interactions avec le climat. Donc le pergélisol, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est du sol gelé en permanence. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'été, quand même, à cause de la chaleur estivale, le pergélisol va fondre en surface. C'est ce qu'on appelle la couche active ou mollisol. Donc en fait, ça va fondre sur environ entre 20 cm dans le haut Arctique et puis 2-3 mètres dans la région subarctique. Et en fait, comme le pergélisol est plein de glace, ça donne ce genre de paysage-là. Donc en fait, ce qui se passe ici, ça c'est un paysage typique du pergélisol, d'un pergélisol riche en glace. Donc en fait, on a le sol dans lequel la glace s'est accumulée pendant des centaines, des milliers d'années, et à cause du réchauffement climatique actuel, cette glace fond. Donc on dit que la glace du pergélisol fond, mais le pergélisol, lui, dégèle. Et ça donne ce paysage extrêmement humide. Donc ici, on est dans la vallée d'une rivière qui s'appelle la Nastapoka, qui est au nord d'Oumiac. Oumiac, c'est un village du Québec, du nord du Québec, qu'on appelle le Nunavik, où on fait une grande partie de nos recherches. Je vous présente ici une carte des différents sites où nous travaillons. Donc ici, vous avez l'archipel arctique canadien, le Groenland ici, le Québec ici, la terre de Baffin, l'île de l'Esmer la plus au nord. Donc on travaille, nous, à certains sites. Le site le plus au sud, dans une zone de pergélisol sporadique, c'est Kuujjuarapik. Un autre village dans une zone de pergélisol discontinu, c'est Oumiac, pour lequel vous allez voir beaucoup d'images aujourd'hui. Maintenant, un site du Haut-Arctique, l'île Bilo, qui est un site montagneux extrêmement joli. Et d'ailleurs, ici, on est à l'île Bilo. Donc, vous voyez une autre manifestation du pergélisol, c'est-à-dire un sol qu'on dit polygonisé. Donc, en fait, à cause de la rétraction thermique en hiver, il y a des fissures qui se créent dans le sol. Dans ces fissures, il y a de l'eau qui s'accumule et cette eau gèle et il y en a de plus en plus qui gèlent au fil des ans et ça fait des coins de glace et ces coins de glace sont en train de fondre. C'est pour ça que vous voyez ces tranchées qui se forment ici. Et en haut, le dernier site dont je vous parlerai plus tard, c'est Warden Island, qui est au nord de l'île d'Ellesmere. Donc ça, c'est l'île la plus au nord de la planète, à 83 degrés nord. Et c'est aussi la station d'étude la plus au nord de la planète, ce qui permet de voir comment évoluent les déserts polaires. Voilà ici une des photos de l'île Bilo. Donc vous voyez, c'est un paysage glaciaire avec. C'est là que vous voyez bien que la glace, c'est une masse visqueuse qui s'écoule et qui forme ces espèces de langues glaciaires dont certains vont jusqu'à la mer. Ça, c'est une autre photo de l'île Bilo. Donc, vous voyez un paysage montagneux avec encore un glacier qui s'avance pour pas loin de la mer. On a ici la banquise, on est mi-juillet, donc c'est encore gelé. En fait, la mer est dégelée environ 1 à 2 mois par an, pas plus. Et donc, il y a des icebergs qui viennent de certains glaciers qui se jettent directement dans la mer, qui sont là. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser au pergélisol? Il y a beaucoup de raisons. Une raison importante, c'est que comme le sol est gelé, la matière organique issue de la végétation, par exemple les herbes qui meurent chaque année, ou bien les feuilles des arbustes qui vont tomber chaque année, vont s'accumuler sur le sol, et contrairement à nos latitudes ou même en forêt amazonienne où ça se dégrade beaucoup plus vite, ces végétaux ne vont pas se dégrader. Donc ça va s'accumuler dans le sol. Donc il y a toute cette matière organique qui va constituer un stock de carbone extrêmement important, et ce stock de carbone est piégé, gelé depuis des millénaires. Avec le réchauffement climatique, ça va dégeler. Les microbes, les bactéries, les archées, etc., vont pouvoir se mettre dedans, les manger, les respirer, comme vous respirez, vous mangez de la viande, du pain, etc., vous le respirez, vous émettez du CO2, et les bactéries, elles vont faire pareil, donc elles vont transformer cette matière organique en CO2. Donc c'est à ça qu'on s'intéresse, et pour s'y intéresser, on étudie 2 aspects. Le premier aspect, c'est à quelle vitesse le pergélisol va se réchauffer. Et le deuxième aspect, c'est quel est le devenir du carbone dans le pergélisol qui se réchauffe. Donc pour ça, pour étudier par exemple le bilan thermique, le bilan énergétique du pergélisol, on fait des expéditions en été et en hiver. En hiver, pourquoi? Parce que
un des aspects importants, c'est la neige. La neige, ça isole le pergélisol du froid hivernal. Et donc, s'il y a plus de neige, ou bien si on change des propriétés physiques de la neige, on va changer le pouvoir isolant de la neige, avec pour effet soit d'accélérer, soit de retarder le réchauffement du pergélisol. Donc on a un programme d'études en hiver pour aller étudier les propriétés physiques de la neige, les mesurer sur place, etc., mettre en place des stations automatiques de mesure de certaines propriétés physiques de la neige pour bien étudier le bilan thermique du pergélisol. Et donc, en fait, ça nécessite une logistique importante parce qu'on va à des endroits qui ne sont pas habités et on utilise des avions, des petits avions qui ont comme propriété d'avoir une distance de décollage et d'atterrissage très courte de l'ordre de 400 mètres pour pouvoir un peu se poser n'importe où sur la toundra, etc. Enfin, pas n'importe où, mais dans beaucoup d'endroits quand même. Donc ici, on est à l'arrivée sur notre camp à l'île de Warden, dans le Arctique canadien. Donc on part d'un village inuit qui s'appelle Resolute, qui est à 75 degrés nord, et ça nous emmène, après 6 ou 7 heures d'avion, sur Warden Island, où on voit une petite cabane laboratoire ici. Et là, on est en train de décharger l'avion. Donc dans l'avion, il y avait une motoneige, il y avait 4 personnes, une motoneige, les bagages, de la nourriture pour le séjour, et ensuite l'avion part, il nous laisse tout seul. Et faut espérer que tout se passe bien. En fait, en été, quand on peut, on utilise l'hélicoptère, ce qui est quand même beaucoup plus facile que l'avion, parce qu'un hélicoptère, ça se pose n'importe où. Donc, pour vous montrer un exemple ici, ce qui se passe, c'est qu'on avait fait certains diront que c'est une promenade. On a fait une expédition pour échantillonner le sol à différents endroits. Donc on s'était déplacé d'une dizaine de kilomètres dans la journée. On avait fait 5-6 sites d'échantillonnage. Et le soir, l'hélicoptère... Bon, là, en fait, c'est le soir, mais comme il y a le soleil 24 heures sur 24, on a l'impression que c'est en pleine journée, mais c'est le soir. Et l'hélicoptère vient nous rechercher le soir. Ici, nous voilà à Oumiac. Donc, vous voyez, on est à Oumiac, c'est quand même une zone un peu plus au sud. Vous voyez qu'il y a certains arbres, des arbres isolés qui poussent, ce qu'on appelle ici au Québec des épinettes, qui correspondent un peu, enfin les parents chez nous, c'est les épicéas, les sapins de Noël. Et là, on a des motoneiges pour aller faire nos mesures sur la neige. Donc ça, c'est le camp à Warden Island, au nord. Donc, en fait, c'est une tente. Une tente améliorée avec un poêle à mazout qui nous permet de maintenir une température intérieure entre 15 et 20 degrés selon la température extérieure. Ici, on est fin mai, début juin. La température extérieure varie entre moins 5 et moins 20 degrés. Donc, ce qui est quand même, s'il n'y a pas de vent, c'est quand même assez confortable. Et là, on a Marie et Gauthier, qui sont 2 étudiants et qui sont heureux de travailler sur le changement climatique. Et non, c'est pas un camp de vacances. Hein. Ils travaillent et on peut travailler dans le bonheur. Donc, parlons de camp de vacances, ça c'est un autre camp de vacances à l'île Billot. La clôture, c'est pour les ours. Et donc, c'est une clôture électrifiée où on espère bien que si les ours arrivent, on va leur donner une bonne décharge, puis ils auront envie d'aller voir ailleurs. Donc, en fait, c'est un problème. Hein. Il y a des fusils sur la base. On a aussi des pistolets d'alarme, etc., sans lesquels c'est interdit de sortir, parce que on pourrait toujours faire une mauvaise rencontre sur la toundra. Ici, on est à Oumiac et on a une zone extrêmement instrumentée où on a des instruments météo, une station météo complète avec des radiomètres pour le bilan radiatif, température de l'air, vitesse du vent, aussi vitesse et direction du vent. On a aussi des instruments pour mesurer les flux de carbone, les flux de CO2 qui sortent du sol, les flux d'eau pour le bilan hydrique, etc. On a aussi une jauge de précipitation qui va nous mesurer les précipitations neigeuses, les précipitations sous forme de pluie, etc. Et puis on regarde aussi l'impact des différents types de végétation sur l'accumulation de neige, sur le bilan thermique du pergélisol. C'est pour ça qu'on a des instruments ici dans les buissons, qui sont des bouleaux glanduleux, et puis dans des petits massifs d'épinettes ici. On a la chance ici, à Oumiac, d'avoir des types de végétation extrêmement variés qui nous permet de voir les interactions entre climat, végétation, neige et pergélisol.
Donc, pour alimenter tous ces instruments, on a des panneaux solaires ici, et ça marche pas terrible en hiver. Bon, on est en dessous du cercle polaire, donc il y a toujours de la lumière toute l'année, mais quand même, le flux lumineux est très faible en hiver. Donc, on a aussi des éoliennes pour prendre le relais en hiver. Ensuite, on fait des mesures hiver, été, etc. Ici, on fait des mesures du sol. Donc, vous voyez, ça, on est à l'île Bilot ici, et on a un environnement très tourbeux. C'est-à-dire que ça, c'est de l'accumulation, c'est que de la matière organique, c'est de l'accumulation de composés végétaux pendant des centaines, des milliers d'années qui ont donné ça, et on en mesure certaines propriétés physiques, et vous voyez que c'est très, très humide. Moi, j'avais creusé un trou là, et le trou était sec, et puis il s'est rempli d'eau en quelques dizaines de minutes. Donc voilà, on travaille aussi l'hiver, on travaille dans la neige, c'est propre. L'été, on travaille dans le sol, c'est sale, pour mesurer les propriétés physiques du sol, essayer de comprendre à quelle vitesse il va se réchauffer, et puis on prend des échantillons pour mesurer la quantité de carbone et son évolution avec le temps. Donc là, on avait une collaboration avec l'université de Sherbrooke pour regarder les émissions micro-ondes du sol. En fait, les émissions micro-ondes, c'est très intéressant parce que le sol gelé et le sol pas gelé n'émettent pas les micro-ondes de la même manière. Et en fait, on a des satellites, il y a des satellites récemment qui ont été lancés pour mesurer les micro-ondes par télédétection. Et donc ça nous permet de voir l'étendue du gel du sol. Parce que c'est très bien les études de terrain, mais on fait des études de terrain, on voit ce qui se passe à l'endroit où on est. Maintenant, l'Arctique canadien, c'est 5 millions de kilomètres carrés. L'Arctique sibérien, c'est 7 ou 8 millions de kilomètres carrés. Comment est-ce qu'on fait pour surveiller ces grands espaces? Certainement pas en allant sur le terrain. On peut pas parcourir de telles étendues. Donc c'est là qu'on utilise la télédétection pour voir, par exemple, le gel du sol. Donc alors la télédétection, ça nous permet pas d'avoir des mesures aussi détaillées que des études de terrain comme ça. N'empêche que c'est extrêmement utile pour spatialiser nos données. Par exemple, on voit ce qui se passe ici, on regarde le signal donné par le satellite et on essaye d'extrapoler à des millions de kilomètres carrés pour comprendre ce qui se passe et avoir des conclusions qui nous permettent de voir, d'extrapoler à l'ensemble du pergélisol. Ça, c'est aussi des mesures à l'île Bilot où on regarde les propriétés physiques de la neige et comment elles évoluent avec le temps. Bon, ça fait 4-5 ans qu'on va là-bas et on essaye de voir, en corrélation avec les mesures de température, quelles sont l'évolution. Et vous voyez ici, il y a des buissons qui dépassent. On essaye aussi de voir comment la croissance arbustive induite par le réchauffement climatique va affecter les propriétés physiques de la neige et le bilan thermique du pergélisol. Donc ça, c'est une autre type de mesure. Là, on faisait des mesures, des mesures optiques, des mesures radiatives, pour voir un peu comment l'évolution de l'albédo de la neige, c'est-à-dire de la quantité de lumière réfléchie. C'est pareil, c'est un des aspects du bilan énergétique du pergélisol. La radiation solaire qui arrive à la surface de la neige est réfléchie pour la plupart, mais en fait, on peut avoir des variations d'albédo, de quantité réfléchie de 1 ou 2%, qui peuvent se révéler capitales sur l'évolution du bilan énergétique du pergélisol. Alors, on est dans un parc national, donc on n'a absolument pas le droit de toucher à ces petites bébêtes. Si on voit des myrtilles, on n'a même pas le droit de les manger. Bon, on n'a pas le droit, mais bon, voilà quoi. Et donc voilà, donc je voulais vous faire profiter de cette photo de lièvre arctique, qui change de couleur selon la saison. Il a toujours les petites pointes des oreilles noires là, pour que quand même les renards aient une chance de les voir et de les manger. Il faut quand même que ce soit un peu équitable, quoi. Voilà. Et des fois, on fait encore d'autres rencontres. Ça, c'est des bœufs musqués. Alors là, on n'est pas dans un parc national. Quand on arrive à attraper une bête comme ça, on a gagné le jackpot parce que c'est 400 kilos de très bonne viande. Non, mais c'est pareil, on n'y touche pas. Mais ceci dit, ça peut charger ces bêtes-là. Ça pèse 400 kilos. Et donc, c'est des bêtes qu'il faut pas trop les approcher. Et là, c'est deux mâles en fait. Ils vivent pas avec la femelle. Deux mâles. On voit que c'est des mâles parce qu'ils ont des cornes, des grosses cornes qui se rejoignent au milieu de la tête, alors que les femelles ont le front plus dégarni. Et ils ont des poils qui s'appellent en inuktitut du kivut, qui est aussi isolant que le duvet d'oie. Et c'est ça qui leur permet à résister à des températures de moins 40 pendant la nuit polaire, etc., quoi. Donc,
Ben voilà, voilà pour cet aperçu un peu de nos problématiques, de nos recherches et de la manière dont on les fait. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention.